Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, historien et économiste. Avant de parler d'Emmanuel Macron et de ses difficultés dans les sondages, aujourd'hui s'ouvre le 19e congrès du Parti communiste chinois, c'est à Pékin. Il n'y a pas de surprise, on sait bien que Xi Jinping fera un deuxième mandat. Quels sont les enjeux? Comme dans le mesure, il n'y a pas de surprise sur l'issue de ce En fait, congrès. il y a beaucoup d'enjeux. Le premier enjeu, c'est de savoir si Xi Jinping va avoir un pouvoir absolu et s'il va éliminer les dernières traces d'opposition. Et derrière, suivant que ça se passe ou pas, il y a deux grands enjeux. La réforme économique en Chine, et notamment le problème de la modernisation du secteur des entreprises d'État et du traitement de l'excès de dette, notamment de dette privée. Et puis l'autre enjeu qui est très important, c'est la politique extérieure et le fait de savoir si Xi Jinping essaiera d'aller au-delà des 10 ans qui sont normalement, c'est le mandat classique des dirigeants chinois. Or, tout ce qui se met en place aujourd'hui, en termes de culte de la personnalité, en termes à la fois de rappel d'un certain nombre de principes marxistes ou maoïstes, laisse penser que Il briguerait derrière un troisième mandat. Xi Jinping, d'une manière ou d'une autre, essaierait de rester au pouvoir après ces 10 années. Sur les enjeux économiques, Nicolas Bavrez, vous parliez donc de l'excès d'endettement, mais ça on en parle depuis un petit moment, des entreprises d'État qui sont bourrées aussi de dettes. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Est-ce que le problème a été vraiment traité à la racine? On est encore dans Non, l'attente incontestablement, la Chine bouge. Quand on regarde la grande évolution qui était de basculer d'un modèle tiré uniquement par l'export à un modèle tiré par la consommation, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire à la chinoise, c'est-à-dire de manière extrêmement progressive. Le problème des entreprises d'État, c'était le problème de la croissance. Donc pour asseoir son pouvoir, Xi Jinping a fait tout ce qui était possible pour maintenir la croissance à un haut niveau, autour de 7%. Or, si on restructure les entreprises d'État, il faut accepter une baisse de la croissance. Donc le grand enjeu de ce qui va se passer dans en fonction de la reconfiguration ou pas de l'équipe dirigeante, c'est de savoir si, une fois ce pouvoir bien installé, Xi Jinping va accélérer dans la réforme économique. Il n'y a aucun doute sur le fait que le durcissement intérieur, le durcissement idéologique et politique va se poursuivre, et très vraisemblablement aussi l'agressivité extérieure, avec donc deux grands dossiers. La mer de Chine, où la Chine essaye de repousser les États-Unis de l'autre côté du Pacifique, et puis les routes de la soie, qui permettent à la Chine, avec un énorme programme, quelques 900 projets d'infrastructures, de se projeter un peu partout dans le monde en prenant le contrôle des infrastructures essentielles de la mondialisation, c'est-à-dire des ports, des aéroports, des lignes de chemin de fer et des grandes autoroutes, des grandes liaisons routières. Beaucoup d'économistes pointent le fait que la Chine n'a jamais connu, comme les États-Unis, comme ces grands États, une vraie crise économique ou financière. Est-ce que justement ça, c'est à redouter? Pour l'instant, les Chinois ont été extraordinairement habiles, adroits, pour éviter cela. C'est vrai que tôt ou tard... Mais en cachant les problèmes sous la moquette, sous le tapis, ou en vraiment réformant? Au prix d'une économie de bulle, l'économie de bulle à la fois immobilière et financière, au prix aussi, c'est un des risques, d'un énorme secteur de finances occultes, ce qu'on appelle le shadow banking. Mais pour l'instant, quand on regarde cet incroyable décollage, puisqu'il faut rappeler que au milieu des années 70, donc la Chine représente 3% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 12%. Ça dépend si on est c'est 12%, voilà, en parité de pouvoir d'achat. Et en parité de pouvoir d'achat, on sait que c'est peut-être la première puissance mondiale. Donc, une telle accélération ne s'est jamais vue. Et il faut reconnaître que pour l'instant, cette accélération s'est faite sans que le gouvernement chinois perde le contrôle de du pilotage de l'économie. Mais il est vrai aussi que ça s'est fait dans le cadre d'une économie qui restait en grande partie fermée, puisqu'il y a un contrôle d'échange, il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées. La Chine n'est pas dans un système... Le commerce est assez ouvert, mais les investissements étrangers sont quand même strictement contrôlés. Ouais. Et par ailleurs, il n'y a pas de libre convertibilité.
Bon, allez, on revient en France, si vous le voulez bien, Nicolas Bavrez, pour parler des difficultés que rencontre Emmanuel Macron dans les sondages et de ce lien distendu avec les Français dont on parle, d'où cette émission sur TF1 dimanche soir. Quelles sont les erreurs, selon vous, qu'il a pu commettre depuis son arrivée au pouvoir, même si vous avez salué, je vous ai lu récemment, la réforme du contrat de travail? Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont... Dans l'exercice du choses pouvoir. qui sont Dans l'exercice bonnes, du pouvoir. Ce qui est important, c'est que ce quinquennat est la dernière occasion de réformer notre pays de manière démocratique et pacifique. Donc, on ne peut pas perdre cette occasion. Il y a des choses, un environnement qui est plutôt positif sur le plan économique et sur le plan... Mais fragile. Et sur le plan européen. Économique, c'est fragile aussi. Et qui est aussi fragile parce qu'il y a des risques, parce qu'on a vu qu'en Europe, le populisme n'est pas mort avec la percée de l'AfD en Allemagne et puis le sécessionnisme catalan. Donc, il y a des fragilités. Pour arriver à réformer un pays, on doit arriver à mobiliser l'ensemble de la population. On sait qu'une des fragilités, une des leçons de l'élection, on a bien sûr en tête l'énorme succès aux législatives, la victoire écrasante au second tour, mais la vérité de l'état politique du pays, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. 24%. Donc le pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est un peu une pyramide inversée. La pointe, ce sont ces 24%. Et par ailleurs, les cartes, on a fait apparaître une fracture sociologique, territoriale, politique extrêmement importante de la France. D'où l'importance de parvenir à parler aux deux France, la France périphérique qui réussit et la France périphérique, qui est d'ailleurs elle-même très hétérogène, parce qu'on a des zones rurales, des zones semi-urbaines, des banlieues de grandes agglomérations, et les difficultés que rencontrent ces territoires et ces populations ne sont pas les mêmes. Mais il est en tout cas vital d'arriver... Il ne leur parle pas assez jusqu'à présent, à cette en tout cas, pour l'instant, il a perdu le contact avec cette France. Et il y a eu plusieurs occasions manquées, et par ailleurs des formules malheureuses. C'est le cardinal de Retz qui disait que pour un homme d'État, il convient encore moins de dire des bêtises que d'en faire. Et je crois que chacun doit faire très attention dans l'État. Si vous voulez, c'est un pays qui est quand même très fragile, un pays qui a quand même une longue histoire de violence politique. Je crois que les dirigeants doivent faire extrêmement attention de ne pas irriter davantage ou de ne pas donc il faut arrêter les déclarations creuser un certain nombre de plaies. C'est ça. Bah, oui, ce qu'on disait, soit on est Jupiter, soit on est au Café du Commerce. Il faut choisir entre les deux. Je pense que le choix de rétablir une présidence régalienne avec... non, mais c'est ça qui est important. C'est que le régalien, le fait d'avoir un président de la République ne veut pas dire qu'il concentre tous les pouvoirs. Regardez le général de Gaulle, on ne peut pas dire qu'il n'incarnait pas la fonction, mais la situation politique n'était pas la même à l'époque non plus. Les premiers ministres, enfin oui, il y avait quand même la guerre d'Algérie, il a fallu refaire une constitution, une politique étrangère, une politique économique, une défense, une diplomatie en l'espace de 2 ans. Mais le Premier ministre était un Premier ministre, qu'on prenne Michel Debré ou Georges Pompidou, c'était des gens qui gouvernaient effectivement. Donc d'un côté, il faut redonner de la dignité à cette fonction présidentielle, mais l'hyperconcentration du pouvoir est extrêmement dangereuse. Vous estimez qu'il y a hyperconcentration des pouvoirs avec Emmanuel Macron? On a dit ça aussi à l'époque de Nicolas Sarkozy. Certains disent que c'est encore plus aujourd'hui. Ben, je crois que c'est vrai et que de même que Emmanuel Macron a tout à fait raison de ne pas vouloir faire les erreurs de son prédécesseur François Hollande, mais je crois qu'il faut aussi qu'il veille à ne pas faire les erreurs qui ont été commises par Nicolas Sarkozy, qui avait aussi une donne politique, qui a eu des problèmes. La grande crise est arrivée très vite, la crise de 2007, mais Nicolas Sarkozy avait une donne politique assez exceptionnelle pour moderniser le pays et il l'a dilapidé en partie avec des erreurs de style, de comportement, mais aussi des formules malheureuses. Donc en politique... Il y avait les formules malheureuses, mais il n'y avait pas le style jupitérien aussi. En politique, les mots comptent. Oui, mais il y avait aussi l'hyperconcentration du pouvoir. Si vous voulez, dans notre système, c'est vrai que ça a été imaginé de manière un peu militaire. Le président, c'est le stratégique. Le Premier ministre, c'est ce qu'on appelle l'opératif, et puis les ministres, les administrations, c'est le tactique. Si on veut faire disparaître le Premier ministre, ce que Nicolas Sarkozy avait aussi essayé de faire, on n'a plus de pilote ni pour la majorité, ni pour les administrations. Tout se décide à l'Élysée, on le sait bien, depuis toujours. Et sous le général de Gaulle... Non, pardon, pas toujours. Je pense depuis Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais quand on veut tout décider à l'Élysée, ça ne marche pas.
Et je crois qu'il faut quand même qu'on se pénètre de cette vérité, que quand on a essayé de faire tout remonter à l'Élysée, eh bien, on n'y arrive pas. Donc l'idée qu'un homme seul peut moderniser la France depuis le palais de l'Élysée est une idée fausse. Pourtant, c'est la direction qui est prise par l'actuel président. Je crois que c'est précisément un certain nombre de choses à corriger. Par exemple, l'idée qu'il y ait des conseillers communs au président de la République et au Premier ministre est une absurdité complète. Chaque pôle de pouvoir a sa raison d'être, sa logique. La stratégie pour l'un, l'opératif pour l'autre. Et parce que ce sont des fonctions différentes, ce doit être des hommes différents qui s'en occupent. Alors vous approuvez, je le sais, la réforme sur le contrat de travail via les ordonnances. Est-ce que, pour le coup, à contrario, vous déplorez les errements budgétaires auxquels on assiste et tous ces débats? Alors, il y a d'autres choses, par exemple en matière d'éducation ou de formation, les pistes qui sont données sont à mon avis très, très intéressantes. Mais ça reste des pistes, là pour le coup, le projet de budget, on l'a sous les yeux. Alors l'éducation, on a quand même commencé avec, par exemple, la priorité donnée à l'école primaire. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait positif. On a 20% des jeunes qui sortent du système scolaire sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter. C'est un scandale national. Donc qu'on s'occupe de ça, c'est très bien. C'est vrai que comme beaucoup, il y a une grande déception sur ce budget, puisque au moment où on demande normalement des efforts à la sécurité sociale, des efforts importants aux collectivités territoriales, l'État, lui, ne fait aucun effort. Les dépenses continuent à croître, le déficit croît, et on a simplement... Déficit de l'État. Oui, le déficit de l'État, mais et on a simplement 1661 postes de fonctionnaires supprimés sur une masse de plusieurs millions. Vous savez ce qu'il vous répond? Il vous dit on ne va pas supprimer n'importe comment, on va arrêter la politique du rabot, c'est ce qu'il dit le ministre Darmanin. Il dit on va se voir et aussi de redéfinir avec les syndicats fonctionnaires le périmètre et les missions de l'État. Ce que je trouve très dommage, c'est que la politique du rabot, c'est précisément ce qui a été fait pendant tout l'été. Si vous voulez, les 5 Il y a 2 poids 2 mesures, c'est ça? Les 5 euros sur l'APL et surtout le fait d'avoir fait porter l'essentiel des économies sur l'État régalien, la défense 850 millions, le ministère de l'Intérieur, ensuite la justice et le Quai d'Orsay. Je crois qu'il faut qu'on raisonne bien sur les deux, c'est-à-dire on a un problème de niveau de la dépense, il faut la réduire. Et il y a un problème de qualité de la dépense, c'est-à-dire que de fait, il y a des endroits où il faut réinvestir et il y a des endroits où il faut réduire, mais de fait réduire pour de bon en réfléchissant sur les missions. Mais sur le projet de budget, pardon de revenir là-dessus, il n'est pas efficace, il n'est pas équilibré pour vous? Alors, si vous voulez, il y a 2 choses. On a parlé de la dépense, ensuite il y a la polémique sur les recettes et sur la fiscalité. Sur les baisses d'impôts. Je crois que vous venez de discuter de l'affaire des 9 milliards d'euros et de la taxe sur les dividendes. Ce qui me frappe sur la fiscalité, c'est qu'on a perdu toute notion réelle. À quoi servent les impôts? D'abord, à couvrir les dépenses publiques, ce qui n'arrive pas à faire. Mais ensuite, à ne pas trop handicaper l'économie, et ensuite à contribuer à la justice et à l'égalité entre les citoyens. Aujourd'hui, l'impôt est devenu dans notre pays une religion et on ne parle que du problème de l'égalité. Mais on ne parle pas de comment est-ce qu'on couvre les dépenses publiques, on ne parle plus du tout de l'impact sur l'économie, alors que c'est extrêmement important. Le problème numéro 1 de notre pays, si on veut justement recréer, lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, il faut d'abord remettre de la croissance. Et aujourd'hui, et on ne remet pas de la croissance quand on baisse l'impôt sur les sociétés? Si, mais ça c'est tout à fait bon. Mais force est de constater que les choses ne sont pas du tout présentées comme ça. Donc si, parce que quand on voit bien Bruno Le Maire, quand il dit on supprime l'ISF, enfin on le quasi supprime parce qu'il reste encore un petit morceau sur l'immobilier, c'est pas un cadeau qui est fait aux riches, c'est pour justement réalimenter, que l'argent aille dans l'économie. Mais ça c'est tout à fait juste. Quand on fait le bilan de l'ISF, l'ISF a fait sortir de notre pays plus de 150 milliards d'euros de capital productif. C'est énorme. On est dans une situation unique en Europe parce que tous les autres pays, on est les seuls à l'avoir encore. Et si on n'avait que cet impôt sur le capital, on pourrait encore en discuter, mais il se trouve qu'on a déjà une foule d'impositions sur le capital entre les plus-values, entre les taxes foncières, entre les successions. Donc le capital, il est surfiscalisé dans notre pays. Et la conclusion, il y a une conclusion pratique, c'est que par exemple, tout le monde se plaint de la désindustrialisation, on a bien raison,
Mais l'industrie, c'est d'abord du capital. Et bien, quand on veut faire de l'industrie sans capital, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe Alstom qui va aux Américains, il se passe les chantiers de l'Atlantique qui vont aux Italiens, il se passe Alcatel qui va chez Nokia, etc., etc., Alstom Energy chez General Electric. Donc, il faut être clair, le capitalisme sans capital, ça ne marche pas. Il se trouve que le capital, l'État n'en a plus à investir, donc il faut reconstituer une base de capital national. Pardon du raccourci, mais si on supprime l'ISF, il n'y a plus de désindustrialisation en France? C'est le message que vous faites passer. Évidemment. Non, mais si vous voulez, c'est comme sur les 35 heures. Il faut arrêter de penser qu'une mesure miracle va améliorer les choses. Le travail aujourd'hui de responsables politiques conséquents, c'est de recréer un environnement global qui soit favorable à l'entreprise en France et à recréer une offre nationale. Parce que quel est notre problème? Notre problème, eh ben, il est extrêmement simple. C'est que dès que la croissance repart, le déficit commercial explose. Parce qu'on importe. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'importer, parce qu'on n'a plus d'offre nationale. Et donc, si on veut rééquilibrer le système, il faut plus de croissance, mais il faut aussi remonter l'offre nationale, sinon on fait la fortune de nos concurrents, ce qu'on a déjà fait dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000. Donc voilà pourquoi la priorité, c'est de reconstituer une offre productive compétitive. Et pour ça, il faut travailler sur le capital, il faut travailler sur le travail, le coût, mais aussi la qualité, et c'est l'éducation et la formation, et il faut travailler sur l'innovation. Ouais. Pourtant, ce message-là a du mal à passer qu'en supprimant l'ISF ou avec une flat tax sur les revenus financiers, ça relancerait la production ou les investissements dans la production ou dans l'économie productive en France. Et de l'autre côté, quand on voit Michel Sapin, ancien ministre des Finances, qui dit « mais moi je demande au gouvernement », puis il y a une pétition là, qui a été signée par une centaine de députés, qu'on ait les 100 plus gros bénéficiaires de cette réforme de l'ISF, façon de montrer que ce cadeau fiscal c'est ce que je disais sur le fiscalisme. Il faut être clair, hein, si la France ne veut plus de riches, ben, il faut le dire. Il faut expliquer qu'à partir d'un certain niveau de revenus, soit on prend tout, soit les gens partent. Simplement, prenez là encore le côté économique. Dans les filières qui marchent, on a l'aéronautique, on a l'automobile, on a la filière du luxe. Ouais. Comment est-ce qu'un pays peut prétendre être le leader du luxe tout en expliquant qu'il ne supporte pas, qu'il ne veut pas de riches? Et le luxe, si vous voulez, c'est un peu comme la défense. Si vous voulez vendre des avions, si vous voulez vendre des hélicoptères, il faut qu'ils fonctionnent dans votre armée. Et si vous voulez vendre du luxe, on ne peut pas être le leader mondial du luxe si on refuse et que les riches sont interdits de séjour. Alors ensuite, comme je l'ai dit, sur l'impôt, il y a bien les trois. On couvre les dépenses publiques. On a le système qui est le moins pénalisant possible pour l'économie, et c'est bien vrai qu'il y a une dimension qui doit jouer, qui est une dimension de justice sociale. Mais si on explique que tout le but de l'impôt, c'est de faire en sorte qu'il y ait une égalité parfaite entre les citoyens, c'est la catastrophe. Et quant à M. Michel Sapin, je vous rappelle que c'est le responsable de la fameuse... Il a bien contribué... Les 9 milliards d'euros de bons à retardement votés. Donc, si vous voulez, les gens... C'était Pierre Moscovici qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque. À l'époque, certes, mais ensuite, celui qui a reconduit le système, alors même que tout le monde savait qu'il était déjà illégal, qu'il avait déjà été sanctionné par la justice, c'est M. Sapin. Et donc, si vous voulez, des gens qui... ont creusé des trous à hauteur de 10 milliards dans les finances publiques, je pense que ça devrait les inciter à un peu de modestie pour donner des leçons et sur la gestion de l'économie et sur la gestion de l'impôt. Il y avait une proposition, on finit là-dessus, du MoDem et maintenant du MoDem sur l'ISF en disant finalement on sort de l'assiette. C'était hier, c'est Marc Fesneau qui en a parlé. On sort de l'assiette uniquement les titres d'entreprise. On sort ça de l'assiette taxable à l'ISF et on laisse tout le reste, les jets, les voitures de luxe, etc. etc. Est-ce que ce n'était pas une façon de dire, voilà, ben là vraiment ça encourage l'économie productive? Ça n'a aucun sens, c'est toujours la même chose. On voit le prix de la demi-mesure. C'est-à-dire que pas constitutionnel, dit Bruno Le Maire. Sur l'ISF, le problème, si on prend les choses froidement, c'est qu'il fallait supprimer cet impôt. C'est un impôt qui détruit de la richesse, de la croissance et des emplois. À partir du moment où on a fait le choix de le supprimer sans le supprimer totalement, eh ben, on a tout le coût politique. Et effectivement, le débat s'installe avec les gagnants, les perdants, etc. On perd beaucoup de capital politique
et on prend le risque de ne pas avoir toute l'efficacité économique. Et donc, je ne pense pas d'ailleurs que le gouvernement se prête aux manœuvres du MoDem, mais ce qui est proposé n'a pas de sens. Et vous voyez même, on parlait du luxe. Bon, les yachts, par exemple, on a beaucoup durci la fiscalité sur la maintenance des yachts. Potentiellement, ça va faire perdre des milliers d'emplois à toute la filière nautique en France. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que... Pour quelques millions d'euros de taxes en plus. Oui, et qui ne seront pas là, puisque de toute manière, les yachts, du coup, vont aller se faire réparer en Italie ou en Espagne au lieu d'être réparés en France. Donc, et que moi, ce qui m'intéresse, c'est que, de fait, on ait des emplois en France. Et il ne faut pas oublier que, par ailleurs, dans le secteur du luxe, il se trouve que ce sont des emplois très qualifiés et très bien payés. Donc, essayons de raisonner aussi avec n'oublions pas cette partie qui est une partie essentielle. Bon, voilà, merci à vous. Merci d'avoir été notre invité. Nicolas Bavrez, historien, économiste, était donc l'invité aujourd'hui en direct sur Boursorama de la grande interview. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.